Chaque période a ses modes, si on parle de vêtements par exemple. Et également, dans le domaine psychologique, chaque année, chaque saison a des modes. Et depuis quelques temps, je dirais depuis un peu moins d'un an, il y a une espèce de grande mode sur les profils qui sont dits profils évitants. Avec une espèce d'étiquette qui est assez vite collée sur quelqu'un, comme par exemple, si mon ex ne revient pas vers moi, c'est que mon ex est un évitant. Et on en vient à regarder des dizaines, des centaines d'heures de vidéos sur le sujet pour mieux comprendre la chose. Et parfois, malheureusement, cette étiquette est mise à tort. Parce qu'on est juste victime d'une forme d'effet de mode. Aujourd'hui, je ne tape sur personne, je tape sur aucun confrère qui fait des vidéos sur YouTube, sur aucun coach, sur aucun thérapeute, vraiment sur personne. Je tape pas non plus sur ceux qui ont mis cette étiquette à tort, mais on a assez vite fait de mettre la mauvaise étiquette sur la mauvaise personne. Et dans ce cas-là, on va donc se tromper complètement de stratégie de reconquête si on aime cette personne. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est juste qu'on s'informe ensemble de ce qu'est vraiment un profil évitant. Et si par hasard, vous n'avez pas confondu ce profil avec quelque chose d'autre qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, ces modes, il y en a toujours eu. Je peux même pas dire le contraire. Je surfe aussi sur certaines d'entre elles avec toujours dans mes vidéos, et vous pouvez toutes les regarder une après l'autre, avec toujours beaucoup de précautions sur de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, ne pas mettre trop vite l'étiquette sur quelqu'un, et au passage, si on accuse quelqu'un du doigt, on se regarde aussi soi-même. Peut-être que lui a tel type de problème, mais peut-être que moi, j'ai aussi ma part, typiquement dans un couple. Oui, il a fait des mauvaises choses, mais peut-être que moi aussi. Donc c'est toujours regarder un peu les deux côtés de la chose. Et finalement, on en vient assez rapidement à classer 100% des gens dans il m'a fait du mal, donc c'est un pervers narcissique. Je suis intelligent ou différent, donc je suis au potentiel. J'aime pas quand on me critique, donc je suis hypersensible. Ou alors, il part, et donc c'est un évitant. Alors, il y a un système qui est assez pervers sur Internet, qui est, lorsqu'une mode arrive, les coachs ou juste les youtubeurs vont faire des vidéos dessus parce que ça fait de la vue. Parce que si tu veux vivre en tant que coach, tu as intérêt à faire ce genre de vidéos, si tu veux avoir de la vue, si tu veux avoir une clientèle, etc. derrière. Et donc, c'est un système qui va s'amplifier de lui-même. De plus en plus de gens se reconnaissent là-dedans. Le profil évitant qui est vraiment diagnostiqué au passage, quelque chose qu'on peut retrouver dans les manuels de psychologie, tout d'un coup devient inventé par des gens qui ne sont pas forcément formés pour. Et donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, les profils évitants, je dis juste que c'est très souvent mal employé. Moi, dans ma carrière, sur 20 ans de coaching, sur, je pense, des plus de 10 000 coachings, j'en ai connu que très peu, vraiment très peu. Et c'était, dans 99% des cas, quelque chose d'autre. À noter donc aussi que dans la plupart des cas de ces étiquettes ou des vidéos YouTube, le problème, c'est jamais toi, le problème, c'est toujours l'autre, dans ce genre de choses. On parle de tout ça aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Toute mon équipe vous attend juste en dessous. Des psychologues qui sont là pour vous et des coachs, c'est le lien qui est juste sous cette vidéo. Comme chacune de mes vidéos, tout commence à chaque fois de quelque chose que je vis moi-même ou que j'observe. Tout commence la semaine dernière. Le matin, j'entends le témoignage d'un hypersensible qui n'est pas un hypersensible. C'est juste une personne qui a un ego démesuré, qui n'arrive pas à prendre un seul reproche et à se remettre en question. Mauvaise étiquette. Mec, t'es pas hypersensible, t'arrives pas à accepter un seul reproche ou de te remettre en question. L'après-midi, une personne qui est victime d'un pervers narcissique, sauf qu'en réalité, si on regarde bien les fautes dans cette équation, l'un est tout autant responsable que l'autre. Dans cette situation, attention, je mélange pas tout, hein. Dans ces quelques situations, l'étiquette était mal mise. Puis s'enchaîne une personne qui dit « si je ne me fais pas d'amis, c'est que je suis trop intelligente pour être avec eux ». Là où en réalité, si cette personne n'a pas d'amis, c'est qu'elle manque justement d'une forme d'intelligence sociale. Comprendre comment fonctionnent les dynamiques de groupe. Mais finalement, tu peux encore une fois assez vite te tromper d'étiquette. Tu sais jamais trop jusqu'à quel point il faut se remettre en question toi-même ou à quel point le problème c'est les autres. Ou peut-être probablement un petit peu des deux à chaque fois. Et au final, arrive cette personne qui me dit « cet homme m'a quitté parce qu'il est évitant », alors qu'en réalité, il se trouve que je connais cet homme, il l'a juste quitté parce que son ex avait une plus grosse poitrine. C'est-à-dire que, et je prends l'exemple qui est ridicule de manière volontaire, exagérée et volontaire. C'est-à-dire que cette pauvre femme, cette pauvre dame va se regarder des centaines d'heures de vidéos sur les évitants, là où le problème ou l'étiquette est mal placée. On est sur un problème qui n'a absolument rien à voir. Alors, on va commencer par parler de ce qu'est réellement une personne qui est évitante, et puis on va voir
plus probablement, dans 99% des cas, ce qu'est le vrai problème en général. Comment bien diagnostiquer une personne qui est évitante? D'abord, on va commencer par regarder les chiffres. Là, je suis sur Wikipédia. D'après le DSM, qui est le livre américain à ce sujet, on serait sur 0,5% à 1% de la population. Donc sur 100 personnes, tu en croises à peu près 1. Dans d'autres études, on serait sur 2%. Ça reste quelque chose qui est de l'ordre du pourcent ou des 2% de manière générale. Comment est-ce qu'on sait que cette personne est évitante? Déjà par son passé d'évitant, c'est-à-dire que globalement, dans sa vie, s'engager a toujours été un problème. Être proche de l'autre, l'autre au sens large, c'est-à-dire l'autre au sens ami, l'autre au sens couple, être très proche, créer des liens, lui fait peur. Pour lui, créer des liens, c'est la possibilité de souffrir par la suite. On parle bien d'un mécanisme de défense. Bizarrement, c'est une peur de l'abandon. Si jamais je me lie émotionnellement à cette personne et que je l'aime bien, elle risque de me quitter un jour, je risque de souffrir. Donc le processus, le mécanisme de défense, c'est je ne dois jamais être trop proche de l'autre. Malheureusement, il se rapproche de manière indéniable, avec une certaine distance. La relation devient bancale, l'autre finit par partir, et donc ça vient renforcer sa croyance de si je m'approche trop de quelqu'un, il finit par partir. Si vous êtes psychologue et que vous avez vu ce résumé en 3 phrases, c'est vraiment un résumé grossier, mais ça donne à peu près l'idée dans quoi on est. On parle souvent dans les vidéos du couple créé par 2 personnes, celui qui est évitant et celui qui est anxieux. L'anxieux a besoin de tout le temps d'amour, a besoin d'être très proche de l'autre. L'évitant ne peut absolument pas être dedans. Et dans des mécanismes que j'ai écrits dans d'autres vidéos, c'est un couple qui tient dans le temps. Quand je dis que ça marche bien, c'est juste au sens où ça peut tenir longtemps. C'est pas forcément un couple dans lequel il fait bon vivre. Mais ce même processus psychologique vient lier les deux, ce qui fait qu'ils sont coincés dans cette espèce d'interdépendance qui les lie l'un à l'autre. Mais si on repense cette phrase, quand on parle d'un couple qui est évitant pour l'un, anxieux pour l'autre, et qu'on met cette étiquette dessus, on peut généralement, 9 fois sur 10, 99 fois sur 10, être dans quelque chose qui n'est pas pathologique. On est dans quelque chose qui ressemble, mais qui n'en a pas l'intensité. Typiquement, on peut être, si je change l'étiquette, dans un couple où l'une des 2 personnes est intéressée par ce couple et en fera beaucoup plus, et l'autre sera beaucoup moins intéressée. On est donc sur une dynamique de compensation. Celui qui donne plus, celui qui donne tout, celui qui aime à fond, vient compenser la motivation de celui qui aime beaucoup moins. Et en effet, cette dynamique aussi peut durer pendant des années. Alors, même si le niveau d'amour dans un couple n'est jamais le même, attention qu'on se mette bien d'accord. Quand on aime l'autre, on l'aime, c'est bizarre à dire, mais quand on aime l'autre, on l'aime seul dans sa tête. Lorsque j'aime une femme, je l'aime seul dans ma tête. C'est comme le niveau d'intensité, celui que toi tu as, quand tu aimes un homme ou une femme, le niveau que tu as, tu es seul à l'avoir. L'autre t'aime aussi, mais avec un autre niveau d'intensité. On a toujours cette sensation que si on aime l'autre à fond, l'autre nous aimera de la même manière. En réalité, on s'aime chacun dans notre tête d'une façon différente. C'est ce qui fait qu'on va arriver généralement sur un petit décalage qui peut même changer. Certaines années, certains mois, c'est l'un des 2 qui aime le plus. D'autres, c'est l'autre qui va plus aimer l'autre. L'idée d'un couple heureux, sachant qu'il y aura toujours cette petite différence, on ne peut jamais être à égalité, l'idée d'un couple heureux, c'est que ce delta soit le moins grand possible, dans un sens ou dans l'autre. Alors, comment vérifier que vous êtes dans un couple qui est dit sain ou équilibré? En vérifiant simplement 2-3 critères. Dans ce couple-là, qu'importe quasiment qu'on soit démonstratif ou pas, est-ce qu'on sait se rassurer l'un et l'autre? Ou est-ce que l'un de vous 2 est toujours en stress, en se demandant ce que fait l'autre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il est jamais là, est-ce qu'il est vraiment excité ou pas? Est-ce qu'on sait tous les 2 se rassurer mutuellement? Est-ce que également, on donne un chacun dans ce couple? Je donne un, tu donnes un. Je t'emmène une fois en voiture, tu emmènes une fois en voiture. Je fais une fois à manger, tu fais une fois à manger. Je fais quelque chose pour toi, tu fais quelque chose pour moi. Je donne des exemples où on considérerait bien que, bien évidemment, ça pourrait être toujours l'un qui conduit l'autre. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que l'autre va faire pour celui-ci?
ou l'une des deux qui cuisine toujours. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que l'autre fera pour elle? Dans un couple équilibré, on donne tout autant l'un que l'autre. Dans un couple équilibré, on sait aussi s'engager. S'engager est une force qui nécessite du courage, et les deux savent aller dans une même direction ensemble. Je dirais aussi que quelque chose qui sera probablement pas très liké en commentaire, mais je trouve que dans un couple sain, dans un couple équilibré, on se ressemble. On a beaucoup de valeurs communes. Il y a un dicton génial qui dit « épouse une femme de ton quartier » ou un homme de ta rue. On a les mêmes valeurs, quasiment sur l'âge, on n'est pas trop de différences gigantesques. Et même sur le physique, on a quelque chose qui est assez commun. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais mon oncle a sa copine qui a 30 ans de moins que lui et ça marche à fond. Est-ce que ça marche vraiment à fond ou pas? Dites-moi-le en commentaire. Est-ce que c'est très sain et très équilibré? Ou l'un des deux qui ressemble pas du tout à l'autre? Est-ce que ce couple va vraiment sur de bonnes dynamiques? J'aime bien ce dicton qui dit « qui se ressemble s'assemble ». On consomme en marketing, par exemple quand on va acheter des produits en grande surface, on va consommer ce qui nous ressemble, le marketing qui est fait pour nous. De même dans le couple, on va chercher des choses qui nous ressemblent. Il y avait plein d'autres dictons qui disaient que les différences, c'était très complémentaire, ça permet de progresser. Ce que j'observe autour de moi, c'est que c'est les gens qui sont le plus similaires et qui vont juste avoir quelques petits deltas sur quelques points, et ces petits points-là, ils feront progresser. Mais globalement, avoir un espèce de socle similaire sur lequel on peut s'asseoir et être sur les mêmes valeurs. Si vous avez un doute sur le fait qu'on soit dans un couple évitant ou anxieux, au sens pathologique, médical de la chose, contactez-nous. Vraiment, cliquez en dessous, prenez rendez-vous, venez déterminer dans quelle situation vous êtes. Parce que le plan de reconquête ne sera pas du tout le même. Pour être un coach comme les autres, qui vous donne les mêmes étiquettes que les autres et qui vous rassure. Il vous a quitté, c'est pas vous le problème, c'est un évitant. Moi, je vous dis autre chose. Je vous dis qu'il y a probablement un peu d'effort à lui ou à elle de faire de son côté et probablement des choses à améliorer ou à changer du vôtre ou à tourner la page. Mais en tout cas, bien y réfléchir. Il est compliqué de réfléchir à sa propre situation quand on a la tête dans le guidon. Même surtout nous, on se fait accompagner parce qu'on a non seulement l'incapacité de voir nos propres problèmes dans notre propre couple, ce qui est bien normal, et en plus on a tout ce prisme de notre travail qui vient encore complexifier la chose. Donc oui, se faire accompagner, comprendre. Je suis persuadé d'une chose, on arrête de souffrir au moment où on comprend ce qui se passe. On arrête ces ruminations quand on comprend ce qui se passe. On progresse enfin lorsqu'on comprend. On récupère l'autre lorsqu'on comprend. Encore faut-il que l'autre veuille comprendre aussi. Voilà mes amis, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.